Pierre Avocat. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la Guinée, avec un dossier consacré aux réformes institutionnelles. Au programme également de cette émission, la formation du gouvernement a débuté au Nigeria. 21 noms ont déjà été dévoilés. Et le Rwanda fait partie des rares pays africains où la bonne gouvernance s'est améliorée selon l'indice Mo Ibrahim. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Salou Diallo, vous êtes avocat, bienvenue. Merci, et c'est Sali Bobo Taram. Et avec nous également nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Joël Monlouis, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Plus de 4 mois après son investiture, le président nigérian Muhammadu Buhari a enfin commencé à former son gouvernement. Pour l'instant, seuls 21 noms de ministres ont été dévoilés sur les 36 prévus. Pour rappel, le chef de l'État va prendre en charge le ministère du pétrole. Paul de Singwe. Premier gouvernement de Muhammadu Buhari depuis son élection à la tête du Nigeria. Ce mardi, le président du Sénat a rendu publique la liste d'une partie de la future équipe gouvernementale. Sur les 36 membres que devrait compter le gouvernement, 21 noms sont désormais connus. Ce gouvernement partiel marque le retour aux affaires de certains cadres de la scène politique nigériane. Nous avons tous réclamé le changement et nous nous attendions à un véritable changement. Ces gens, nous les avons connus quand ils étaient gouverneurs ou quand ils étaient ministres ou commissaires. Nous connaissons leurs antécédents et aujourd'hui, ils sont encore ministres. Je ne pense pas que nous obtiendrons le changement que nous attendions. Cette liste, même inachevée, prend en compte l'équilibre régional, mais accorde moins de fauteuils à la gente féminine. Seules 3 femmes obtiennent un poste de ministre. Par ailleurs, on note une grande absence des jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je pense que dans ce pays où la majorité des gens sont jeunes, ils ont besoin d'obtenir d'être mieux représentés au sein de l'administration. Il est important d'équilibrer les personnes ayant une longue expérience et des gens qui sont jeunes et énergiques afin d'avancer. Mon avis est qu'il devrait y avoir plus de femmes et plus de jeunes dans ce gouvernement. Après cette première vague de nominations, les Nigériens attendent une seconde liste. 16 personnes doivent être nommées prochainement par le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien, pour sa part, s'est réservé le ministère du pétrole. Jean-Marie, il aura fallu 4 mois au président nigérian pour former ce nouveau gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement qui a été pensé dans les moindres détails ? Je pense que vu la situation politique, économique du Nigeria, il fallait, si vous voulez que le président prenne du recul, il y a toujours l'instabilité politique qui est là, vous avez l'instabilité sociale, vous avez de plus ça, l'aspect économique. Donc il fallait que le président, c'est-à-dire fasse des propositions et qu'il essaye de prendre les membres les plus compétents qu'il pouvait intégrer dans son gouvernement. J'ai vu là par exemple que, bon, il prend le ministère du pétrole, c'est vrai, mais derrière lui vous avez un spécialiste, si vous voulez, dans l'industrie pétrolière qui a travaillé pour ExxonMobil et c'est une personne qui est expérimentée. Donc je pense que le président Buhari a pris pour stratégie, c'est-à-dire de faire un dosage, un savant dosage, c'est-à-dire de ne pas se précipiter et de voir, d'abord étudier l'environnement économique du pays, l'environnement politique et nommer les personnes qui vont aux bonnes places. Parce que vous avez quand même, on a un géant économique africain au pied d'argile. Dans la mesure où vous avez la corruption qui gangrène pratiquement toute l'économie, il a fallu qu'il y réfléchisse. Ensuite, dans un second temps, vous avez l'aspect de la sécurité du territoire avec Boko Haram. Donc, à partir de là, je pense il fallait vraiment y réfléchir, dans la mesure où on sait que la corruption au Nigeria, le Nigeria a beau être la première économie africaine aujourd'hui, mais le niveau de corruption aussi relativement très élevé et dans toute la majorité des institutions nigérianes de ce jour. Joël, que pensez-vous des personnalités qui émergent dans ce nouveau gouvernement ? On a plusieurs gouverneurs d'État, un ancien chef d'état-major des forces armées par exemple. Effectivement, donc comme d'ailleurs c'était très justement indiqué dans le reportage, pour la population qui attendait du changement, on peut un petit peu s'étonner des premiers noms qui sont annoncés pour le moment. Toutefois, il reste encore, parce qu'il n'y a que 21 noms sur les 36 qui ont été annoncés, il reste encore 15 autres possibilités pour apporter un certain renouveau et, espérons-le, avoir un petit peu plus de femmes et, pourquoi pas, un petit peu plus de personnes un peu plus jeunes pour représenter les forces vives de la population.
Alors Jean-Marie, la particularité de ce gouvernement, c'est que vont cohabiter à la fois des politiciens et des techniciens. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose. Vous avez les politiciens qui seront là pour stabiliser la scène économique et, comment dirais-je, les technocrates pour pouvoir impulser l'action économique dans le pays. Ça me semble être quelque chose, c'est-à-dire une stratégie, de mon point de vue, que je souhaite qu'elle ait du succès dans la mesure où, moi, je dis honnêtement, ce que le président nigérian a fait, cette stratégie-là, c'est une stratégie de réflexion en amont qui fait en sorte qu'on essaie de choisir les meilleurs qu'on a chez soi pour essayer de les mettre aux postes essentiels qui vont garantir et la stabilité, le développement économique, la croissance. Le Nigeria est déjà sur une bonne pente là-dessus. Et maintenant, stabiliser le territoire. Quand on regarde l'ancien PDG d'ExxonMobil qui va s'occuper du pétrole, il sait ce que c'est. Vous avez le président Buhari lui-même qui a administré dans les différentes administrations de l'industrie pétrolière dans son pays. Donc, j'ai lu d'ici et là des critiques où on nous disait que oui, c'est pas tout à fait logique qu'il puisse octroyer le poste des ministres du pétrole. Il faut savoir une chose, c'est que le pétrole procure au Nigeria, si vous voulez, 70% à peu près de ses exportations et pratiquement, comment dirais-je, 90% des recettes en devises. Donc, à partir de là, c'est un poste clé qui va contribuer à asseoir pratiquement toute la stratégie économique du Nigeria parce que la diversification économique n'est pas encore là. Il va falloir attendre un moment, même si les stratégies de diversification sont mises en place maintenant. Vous savez, nous nous trouvons dans le cycle économique, c'est un temps long, c'est-à-dire les actions qui sont mises en place aujourd'hui ne vont pas produire des actions immédiates. Donc il faut aller sur l'horizon du moyen terme pour que ça puisse produire des actions économiques sur le terrain. Alors justement, Joël, que pensez-vous de cette décision du président Muhammadu Buhari de s'octroyer le ministère du pétrole ? Effectivement, étant donné qu'on parle d'un poste clé, il est effectivement intéressant de se dire qu'en étant en charge de ce poste, il aura, entre guillemets, les mains libres pour pouvoir faire le nécessaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une certaine, enfin même une compétence certaine dans le domaine. Il a été ministre du pétrole sous la présidence du général Obasanjo. Il a aussi été en charge du Petroleum Trust Fund dans les années 90 et surtout, ce même système de prise de contrôle par la présidence de ce ministère clé avait déjà été utilisé entre les années 1990 et 2007. Donc effectivement, je pense comme Jean-Marie, que compte tenu de la situation économique désastreuse, c'est d'une certaine manière la seule façon de pouvoir vraiment, d'une part, impulser les différentes actions nécessaires et d'autre part, avoir la mainmise et s'assurer que les problématiques de corruption soient minimisées le plus possible. Merci. Dans l'actualité également, la Fondation Mo Ibrahim vient de publier son rapport annuel. Globalement, le rapport souligne l'essoufflement de la bonne gouvernance en Afrique. Le Rwanda fait partie des rares pays dont le résultat s'est amélioré. Un reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le Rwanda occupe la 11e place en matière de bonne gouvernance en Afrique, selon le rapport 2015 de la Fondation Mo Ibrahim. Le pays des 1000 collines est même la première puissance dans ce domaine au sein de la communauté est-africaine. L'institution a rendu public ce document le 5 octobre 2015 à Londres, en Angleterre. Le Rwanda récolte 60,7% grâce au traitement de 90 indicateurs produits par plus de 30 institutions. Les acteurs politiques se profilent en partenaire de sorte à ce que la gestion de la société soit une entreprise collective. Et voilà, ce modèle consensuel qu'on peut appeler sui generis au Rwanda, il fonctionne aussi très bien, donne ses résultats. Nous avons des élections pacifiques, nous avons des gouvernements qui sont stables, nous avons l'action gouvernementale qui implique la société, donc la participation se porte suffisamment bien et donc on est content. Le rapport 2015 de Mo Ibrahim souligne néanmoins des insuffisances au Rwanda. Il s'agit surtout des droits de l'homme et de la sécurité. Par exemple, le pays est classé 47e sur 54 en matière des droits de l'homme. Il y a comme une sorte de discours permanent, en permanence qui entoure le Rwanda, qui veut qu'on impose que la dimension des droits de l'homme dans ce pays ne vaut pas vraiment la peine, mais c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Ça aussi, nous l'avons à maintes reprises discuté avec Mo Ibrahim et on va continuer de le faire. Mais ce sont ces deux questions-là où on sent que leur façon de mesurer, leurs indicateurs, leurs sources aussi, elles ne sont pas absolument suffisamment informées de ce qui se passe au Rwanda.
Mais les chiffres, ça leur appartient, mais la réalité, elle est à nous. Selon le même rapport, l'Afrique australe est la plus performante dans la bonne gouvernance avec 58,9%, puis l'Afrique de l'Ouest avec 52,4%, l'Afrique du Nord obtient 51,2%, ensuite l'Afrique de l'Est à 44,3% et l'Afrique centrale 40,9%. Joël, le Rwanda se distingue pour sa bonne gouvernance et en plus continue de progresser. Est-ce que c'est un résultat logique selon vous pour ce pays ? Exactement, ça correspond à un certain nombre d'actions qui a été menées depuis un certain nombre d'années, notamment le comité de suivi et d'évaluation des performances des instances étatiques qui a été mis en place depuis une dizaine d'années. Et concrètement, l'idée centrale de cette action, mais aussi de toutes les actions, est quand même d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment concernant ce comité. Annuellement, il y a une certaine évaluation qui est faite sur les actions précédentes. Concernant l'année 2014, cette évaluation avait eu lieu en février dernier. Donc effectivement, le Rwanda met on va dire au centre de ces préoccupations et les critères justement de ce fameux comité de suivi, je trouve, donne une illustration certaine de ces valeurs pour la population, à savoir la probité, le dévouement et la rigueur avec lesquelles les affaires ont été gérées par les institutions. Donc là, on sent bien la gestion en bon père de famille qui est mise en avant par le Rwanda et qui explique finalement cette progression. Elle était en 15e position en 2014 et maintenant on arrive en 11e position selon le rapport de la Fondation. Jean-Marie, comment expliquer d'après vous que le Rwanda se distingue par rapport aux autres pays africains dont la tendance est à la baisse ? Le Rwanda part d'un avantage. Un avantage, ça veut dire que le pays part de très très loin. Parce que vous avez un pays qui a été détruit dans sa globalité. Vous avez eu des luttes tribales, ethniques et tout ce qui s'ensuit. Donc partant de là, le président Kagame a été très intelligent à ce niveau-là. Il s'est dit, bon, la population qui a été la partie qui a le plus souffert, si vous voulez, de ces événements-là, je mets la priorité là-dessus. Et là où il a été encore beaucoup plus performant, c'est qu'il a mis en place, comme je le disais tout à l'heure, des actions, si vous voulez, concrètes sur le terrain qui mettaient l'individu au centre des politiques rwandaises. Et à partir de là, dès l'instant que vous mettez en place ces stratégies-là qui sont des stratégies efficientes à la base et que vous avez une volonté politique derrière, automatiquement, vous avez des résultats. La plupart de nos États africains, c'est-à-dire nous n'avons pas des résultats tout simplement. Pourquoi? Parce que derrière, vous n'avez pas une volonté politique affirmée de mettre en place les stratégies qui sont pensées dans des grands cabinets, qui sont pensées par l'intelligence africaine, mais on n'arrive pas à les mettre en place. Et le Rwanda bénéficie, si vous voulez, du fait qu'ils sont partis de très très loin et que les stratégies, que ce soit des stratégies économiques, que ce soit des stratégies sociales, ont été mises en place de manière opérationnelle, pas seulement qu'on traite des grandes lignes stratégiques et on s'assoit là-dessus. Et c'est l'avantage du Rwanda. Donc, à partir de ce moment-là, il est tout à fait logique que le Rwanda récolte aujourd'hui. Je l'ai dit l'autre jour sur ce plateau, j'aimerais bien que tous les pays africains puissent suivre l'exemple du Rwanda. Parce que qui aurait pu penser, quand Kagame est arrivé au pouvoir, que le Rwanda serait classé après comme étant le 7e pays le mieux géré au monde devant les pays occidentaux. Donc c'est un bon exemple à prendre pour nos gouvernants africains sur le Rwanda. Alors Joël, d'après l'indice Mo Ibrahim, seule ombre au tableau du Rwanda, c'est la question des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ces progrès en matière de bonne gouvernance? Effectivement, on voit cette espèce d'opposition, évidente de prime abord. D'un côté, on essaye effectivement, du moins sur le principe, de mettre en place une certaine concertation qui est censée faire avancer l'individu et la population dans son ensemble. Et de l'autre, on se rend compte que malgré la bonne volonté et malgré les différentes actions mises en place, il y a effectivement un certain nombre de difficultés où on va dire à ne pas bafouer ces différents droits. Merci. Nous allons marquer une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.